Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne ASE pour un épisode qui porte cette fois sur le besoin d'écoute des jeunes en protection de l'enfance. Alors je suis accompagnée de Loane qui a construit avec moi cet épisode et nous avons deux invités de marque. Emma qui a fondé et qui préside l'association SPEAK, association de soutien et d'écoute des jeunes victimes de violences, et Léo, cofondateur du réseau Repère, association d'entraide des sortants de l'ASE, c'est-à-dire des jeunes qui ont été accompagnés en protection de l'enfance. Alors, avant de les écouter, Loane, peux-tu nous préciser de quoi on va parler aujourd'hui ? Ouais, du coup, comme tu l'as déjà bien expliqué, Karine, aujourd'hui, on va parler du besoin d'écoute des jeunes en protection de l'enfance, notamment lorsqu'ils sont placés, par exemple, en foyer. Parce que c'est vrai, il faut le dire, ils ne se sentent pas toujours suffisamment écoutés, notamment de la part des éducateurs ou des travailleurs sociaux qui les accompagnent, ou alors des juges qui les suivent. Ils ont besoin d'être écoutés sur les aspects de leur vie quotidienne, sur les aspects de leur vie future, mais aussi sur simplement, parfois, leurs sentiments, leurs besoins, leurs manques, leurs craintes, mais c'est fondamental et il faut savoir les entendre sur ce point-là. Oui, et c'est un besoin très fort qu'ils expriment dans la plupart des enquêtes qui les concernent ou dans les prises de parole qu'ils peuvent faire dans des enceintes comme les assises de la protection de l'enfance qu'on organise et au cours desquelles ils sont chaque année très nombreux. Oui, et puis on va en parler dans un instant avec Léo, puisque l'association Repère encourage beaucoup la prise de parole des jeunes autour des décisions qui les concernent, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs toujours très bien lors des assises. Mais avant cela, on va aborder d'autres situations où l'écoute est fondamentale, celle de jeunes qui subissent des violences, des maltraitances, des abus sexuels ou qui ressentent un profond mal-être et qui ne sont pas forcément repérés par les services sociaux, qui voudraient se confier à un adulte mais qui se trouvent finalement face à un mur. Ça existe à l'école, à la justice, à la police ou auprès d'autres professionnels qui les entourent et qui n'entendent pas leurs paroles, parfois même qui ne les croient pas. Et ça, ce sont des situations dramatiques. Oui, et c'est un sujet vraiment super important. La difficulté qu'ont de trop nombreux professionnels ou adultes à ne pas savoir recevoir, entendre les confidences d'un enfant, notamment lorsqu'il s'agit de cas de violences sexuelles. Absolument, et on va en reparler tout de suite avec Emma, que nous allons rejoindre, ainsi que Léo. Bonjour Emma, bonjour Léo, merci d'avoir accepté notre invitation. Du coup, toi Emma, tu es la fondatrice de l'association SPEAK, qui a pour but de permettre aux jeunes accompagnés en protection de l'enfance ou pas, de se confier à d'autres jeunes. Parce que tu dis souvent que les adultes écoutent mais n'entendent pas. Du coup, est-ce que ça change finalement vraiment les choses de pouvoir s'adresser directement à des jeunes ? Oui, je pense que pour certains jeunes, ça a toute son importance parce que certains sont plus à l'aise en fait pour s'exprimer envers leur père. Mais je pense qu'au-delà de la jeunesse, ce qui compte, c'est vraiment la posture. Parce que quelqu'un de plus âgé qui aura une posture adaptée aux jeunes qu'il aura en face de lui, ça pourra tout changer dans l'accompagnement qu'il aura auprès de ce jeune. Donc voilà, l'idée de SPEAK, c'est vraiment d'être pas tant des jeunes qui parlent aux jeunes, mais plus des personnes qui ont des postures adaptées qui s'adressent aux jeunes. Et alors tu dis souvent, Emma, que les adultes écoutent mais n'entendent pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Et as-tu des exemples à nous donner ? Je pense qu'il y a une vraie différence entre l'écoute et l'entente, parce que écouter, c'est une action plutôt passive, tout le monde peut écouter. Par contre, entendre, ça implique la personne, ça implique le corps aussi. Donc entendre, c'est une action d'implication, vraiment, c'est actif. Et donc, je pense que, comme exemple, je pourrais dire que, il y a plein de situations malheureusement banales à l'école, au sport ou n'importe où des enfants ou des jeunes viennent voir leur entraîneur ou leur maîtresse ou quoi, en disant tel enfant m'a fait du mal. Et là, l'entraîneur qui lui dit OK, mais qui ne fait rien derrière, là, il a écouté l'enfant, mais il n'a pas entendu toute sa souffrance. Et au-delà, l'entente plutôt, ça peut être toutes les personnes, qui soient professionnelles ou non, qui montrent à l'enfant qu'ils ont en face d'eux, qu'ils le croient, qu'ils entendent sa souffrance. Et par exemple, juste dire merci de ta confiance, je te crois, ça peut tout changer en fait pour un jeune, quoi.
Et du coup, finalement, est-ce que ça serait un peu ça la vocation de Speak en libérant la parole? Est-ce que vous cherchez justement à pallier à ce manque d'écoute de la part des institutionnels, des institutions, des autres assos, je sais pas? On ne cherche pas à pallier à quoi que ce soit, je pense qu'on cherche à compléter parce que, pour reprendre du coup Denise Vernet, qui est la sœur aînée de Simone Veil, elle disait dans ses mémoires qu'il suffit d'une personne pour en dénoncer 50, mais il en faut 50 pour en sauver une. Je pense que ça reflète pas mal le parcours d'accompagnement d'un jeune qui a vécu des violences. Parce que il suffit pas d'une asso ou d'une institution pour l'aider, il faut vraiment toute une équipe. Et nous, on est un plus dans cette équipe, mais on se substitue à personne. Et on n'est pas des professionnels, enfin on est formés, ça c'est sûr, mais on n'est pas professionnels, donc on n'est pas psy, on n'est pas avocat. Et justement, du coup, comment ça fonctionne Speak en tant qu'asso? Du coup, en tant qu'asso, on a plusieurs activités différentes. On a des activités plutôt de loisirs avec les jeunes, genre on va à des concerts, on va au bowling, on fait des trucs cool, ce qui permet d'avoir un peu d'informel, donc que les jeunes dans des situations qui soient beaucoup plus détentes puissent identifier des personnes ressources. On fait des accompagnements individuels, donc pour les jeunes qui vraiment préfèrent être seuls ou qui ont des problématiques particulières. Et on fait des commissions jeunes. Donc l'idée des commissions jeunes, c'est d'être au cœur du quotidien des jeunes qu'on accompagne et de leur permettre de s'exprimer sur leurs difficultés. Et du coup, ça ouvre aussi le champ à de la prévention, à tout ce que la parole peut permettre, quoi. Alors justement, tu évoques les commissions de Speak. Tu es allée, Loane, en reportage avec notre équipe visiter l'association Speak et vous avez assisté à une commission. Donc moi, je vous propose qu'on regarde le reportage et qu'ensuite on poursuive cette discussion. Oui, tout à fait. Ce soir, dans la salle commune du foyer des apprentis d'Auteuil de Dijon, l'association Speak organise une soirée pizza et jeux de société pour les jeunes du foyer. Le but de cette soirée est de leur permettre de libérer la parole, mais aussi et surtout de passer un moment convivial et joyeux entre eux, avec les bénévoles de Speak et les éducateurs du foyer. Nous avons d'ailleurs pu discuter avec une bénévole et deux jeunes. Bonsoir Claire, merci de nous avoir invités à cette soirée pizza et jeux de société. Est-ce que déjà tu peux revenir un petit peu sur les effectifs de Speak, de combien de personnes vous êtes composés? Alors du coup, on est environ 40 adhérents, donc là c'est juste les adhésions, voilà. Et après, on est une quinzaine de bénévoles actifs, donc qui ont vraiment des activités, des rôles dédiés. Ok, et du coup, Emma nous avait un petit peu parlé des commissions. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer concrètement comment ça se déroule? Alors les commissions, du coup, c'est une fois par mois où moi je me déplace directement au foyer et où on réunit avec les éducateurs en amont, les jeunes qui veulent bien participer à la commission. Et on passe, je sais pas, une demi-heure, une heure avec eux à parler de ce qui va pas. Et puis après, moi, je rédige un rapport de mon côté que je transmets au directeur pour organiser à la fin donc une réunion avec les éducateurs, le directeur et les jeunes. Et du coup, concrètement, pendant la commission, comment ça se déroule? Alors du coup, j'arrive, on attend que tout le monde soit là, etc. Et puis après, moi je demande toujours comment ça va. Et après, les sujets se lancent facilement. En fait, chacun va réagir sur le sujet. Et puis, j'aurai pas besoin de moi de poser des questions, etc. C'est vraiment en fonction du moment et de ce qu'ils ont envie de me dire. Salut, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, moi je m'appelle Blandine, j'ai 18 ans et je suis serveuse. Salut, moi c'est Johan, j'ai 16 ans, je suis en première année couverture et charpente, mention zingri plus tard peut-être. Et comment t'as entendu parler de l'association Speak? En fait, c'était il y a 6 mois, ils ont venu faire une première commission, c'est comme ça qu'on dit. Première commission, c'est comme ça que j'en ai entendu parler, puis je suis assez là aux commissions parce que j'aime bien parler. Tu vas régulièrement? Oui. Et qu'est-ce que tu viens chercher justement quand tu participes à ces commissions et De l'écoute et du réconfort. Vu que je suis assez ancien sur le foyer, ça fait un peu plus d'1 an que je suis là. C'est démontrer que des fois il y a des éducateurs, ils font pas forcément leur travail. Il y a certains éducateurs qu'eux ils ont pris mais ont été virés, qui nous dénigraient en fait. Donc c'est pour ça que moi je suis souvent là aux commissions. Parce que justement les bénévoles de Speak, c'est pas pareil avec eux? Non, pas du tout. Speak, ils nous laissent parler. Et du coup, c'est ça qui t'a donné envie de participer aux commissions, c'est de pouvoir t'exprimer? C'est pouvoir en fait communiquer ce qui se passait de bien ou mal sur le foyer.
que ce soit avec les jeunes, les éducateurs ou même en dehors en fait. Et qu'est-ce que ça t'apporte, toi, personnellement? Tu te sens plus soulagé quand tu sors des commissions ou alors ouais, ça te permet de te sentir mieux? Je me sens pas plus soulagé, mais je me dis qu'eux, ils pourront peut-être faire quelque chose pour le foyer en fait. Parce que tu te sens plus écouté avec eux. Oui, exactement. Et est-ce que parfois ça t'arrive d'avoir des jeunes qui viennent, qui sont au départ silencieux, puis là ils voient que la parole se libère par leurs camarades et eux-mêmes prennent la parole? Ouais. Alors au début, ce qui était bien et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'en fait, presque tous les jeunes sont là, donc viennent, parce qu'il y a le côté un peu obligatoire au début, mais tout le monde reste parfois. Alors parfois, il y a des personnes qui s'en vont, mais tout le monde reste, et même si tout le monde ne prend pas la parole, tout le monde écoute. Et je trouve que c'est ça le plus important. C'est pas forcément que tout le monde ait quelque chose à dire, c'est que tout le monde écoute et soit là. Et puis ce qui est trop cool, moi ce que j'adore dans ça, c'est que chacun se répond. C'est-à-dire que si quelqu'un va dire un sujet et les autres ne sont pas d'accord, ils vont s'auto-répondre. Et c'est ça qui est ce qui est devenu le but avec ces commissions, c'est que ça développe la parole entre eux aussi. C'est que la parole, qu'ils puissent se parler alors que parfois ils se côtoient et dans le même lieu sans forcément s'adresser la parole, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant aussi avec les commissions. Et est-ce que tu as pu, toi, constater des effets de ces commissions sur les jeunes, un avant, après Le premier effet, c'est que quand je demande si je dois venir encore, c'est qu'on me dit oui. Donc ça veut dire que ça a un impact quand même si moi je le vois pas directement parce que je vis pas ici, que voilà, j'ai pas le même retour. Mais il y a certaines choses qu'on a des sujets qu'on a évoqués ou des solutions qu'on a évoquées qui ont été mises en place. Et puis même l'impact premier, je pense que c'est qu'on se réunisse tous autour d'une table, parfois qu'on fasse des soirées pizza, des soirées jeux de société, mais c'est vraiment le but, c'est qu'on se réunisse et qu'on parle. Voilà. Et est-ce que vous avez mis autre chose en place que ces commissions pour justement recueillir la parole des jeunes? Il y a l'accompagnement individuel du coup, où là c'est des jeunes qui nous contactent par les réseaux sociaux ou alors par mail, ou alors même des parents qui nous contactent par mail pour qu'on puisse venir voir leurs enfants. Et dans ces cas-là, nous on va chez les parents ou alors on organise des activités, on organise des entretiens avec les jeunes et on prend le temps qu'il faut pour parler avec eux. Pour toi, c'est quoi la différence? Pourquoi tu peux plus exprimer tes sentiments auprès des bénévoles de SPIC qu'auprès des éducateurs? Oui, parce que c'est plus facile de s'adresser à quelqu'un qui a presque notre âge que quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que nous. Avec certains éducateurs, c'est compliqué parce que moi, j'aborde une relation de confiance en fait avec eux et c'est un travail que je fais sur moi. Il n'y a que 2 éducateurs que je fais confiance sur le foyer, sur autant. SPIC, c'est pas tellement de la confiance, c'est plus en fait parler pour démontrer ce qui va ou pas pour les nouveaux, pour moi aussi. Qu'est-ce que tu préfères avec SPIC, les activités? Parce que vous faites des activités avec SPIC, c'est quoi que tu préfères faire avec eux? Souvent, c'est quand ils nous emmènent en sortie. Par exemple, une fois, ils nous ont emmenés manger. Puis après, il y a eu bowling. Donc, ça nous permet de sortir un peu d'ici. Un jour, on est allé voir un feu d'artifice. C'était trop bien. Est-ce que, par exemple, ça t'a un peu donné envie d'être bénévole et de permettre à d'autres jeunes aussi de... Je veux pas devenir bénévole, mais moi, je vais créer une association justement pour les jeunes plus tard. J'ai beaucoup de projets. Pour les jeunes qui sont dans le déni, dans le rien, qui travaillent pas, qui n'ont pas de situation. Et surtout pour les SDF aussi. Parce que j'ai été dans cette situation-là. Ok, c'est un super projet. Merci beaucoup. De rien. Du coup, Emma, c'est vrai que la vidéo, elle montre vachement bien l'importance d'écouter le jeune, de créer des moments avec lui hors de la sphère institutionnelle. Ça permet finalement de créer du lien. Mais une fois que la parole se libère, ce qui est déjà une super avancée et très important, qu'est-ce que vous en faites de cette parole? Est-ce qu'il y a un professionnel qui est là pour prendre le relais si besoin? Oui, du coup, l'idée, c'est que on est dans une action de libération de la parole, mais aussi et surtout d'action derrière. Donc, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, on peut pas, je pense pas qu'on puisse être seul pour aider un enfant. Donc, du coup, SPIC est entouré de professionnels. Donc, on a des psys, on a des avocats et des autres personnes qui sont ponctuellement dispo pour nous aider à gérer les crises, quoi. Et du coup, l'idée aussi, c'est d'être hyper transparent avec les jeunes. Donc, on leur cache pas ce qui va arriver parce que, ça fait partie aussi des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et donc voilà, l'idée, c'est d'être transparent, d'être dans l'action et d'agir collectivement, quoi. Et sinon, tu racontes aussi souvent cette anecdote d'une jeune fille qui va voir sa professeure en lui expliquant qu'elle subit des maltraitances. La professeure semble inquiète et vouloir se mobiliser pour l'aider, mais finalement, il ne se passe rien. Est-ce que tu peux nous raconter?
Oui, du coup, c'est une jeune fille qui s'est confiée à Speak. Et en fait, cette jeune, elle est venue voir sa prof un matin parce qu'elle avait vécu des trucs pas cool, vraiment pas cool chez elle la veille. Et du coup, elle a demandé de l'aide à sa prof en lui disant qu'elle ne pouvait pas retourner chez la personne qui lui faisait du mal, donc qu'il fallait l'aider. Donc elle a été explicite sans trop en dire, mais on comprend aisément quand même que cette jeune avait besoin d'aide. Et la prof a dit ok, on va aller voir le CPE. Elles sont allées du coup au bureau du CPE, mais il n'était pas là. Et on aurait pu se dire le lendemain elles y retournent quoi, mais au final non, elles y sont pas retournées. Donc la jeune s'est arrêtée sur une porte close et je pense que cette porte close, ça peut être une certaine métaphore en fait de ce que vivent les enfants quand ils libèrent leurs paroles. Pas dans tous les cas, mais dans une bonne partie des cas quand même, les enfants ne sont pas crus, ne sont pas aidés et ils se retrouvent devant une des difficultés qui je pense est la pire, c'est le silence des adultes parce que du coup ils sont pas considérés quoi. Donc voilà, je pense que ça en dit pas mal aussi sur le travail qu'il y a à faire aussi au niveau de l'éducation nationale quoi. Donc voilà, il y a pas mal de trucs à faire. Et justement, il y a des choses à faire, mais quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ces situations ? Je pense qu'il faut une formation à tous les niveaux, qu'on soit cadre, directeur, éduc, prof, infirmière. Il faut que tout le monde soit formé. Et même, si on pousse le truc plus loin, il faudrait que tous les citoyens soient formés pour que la peur change de camp et pour que les enfants soient dans un monde protecteur, en fait. Souvent, la réponse qu'on nous fait à ça, c'est oui, mais ça a un coût. Ça a un coût, effectivement, mais c'est un investissement à long terme parce qu'un enfant qui est aidé aujourd'hui sera un adulte qui n'aura pas besoin d'aller chez le psy toutes les semaines, qui n'aura pas besoin d'être hospitalisé parce qu'il est en rupture totale avec le système. Donc voilà, c'est un investissement à long terme, donc formation, prévention et action. Et d'ailleurs, c'est un peu le job de Speak, de travailler sur cette question du plaidoyer. Oui, à notre petite échelle, parce que comme pas mal de jeunes assos, qu'on n'a que 2 ans du coup, on a peu de moyens, que ce soit financiers ou humains, donc du coup on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais oui, l'idée c'est vraiment de faire quelque chose de national. On aimerait pouvoir porter davantage le message et pouvoir aider davantage d'enfants. Mais je pense que vraiment, toutes les classes de la société sont concernées. Il n'y a pas que l'asso Speak qui peut lutter contre ça. Je pense que toutes les assos de protection de l'enfance, que ce soit SOS Village d'enfants, Repères, ADEPAP, les apprentis d'Auteuil ou quoi, on a tous un rôle à jouer, quoi. Merci beaucoup, Emma. Merci à toi. Merci Emma, merci Loane. On va passer maintenant à la deuxième interview de cet épisode, car parmi les associations qui s'engagent beaucoup sur l'écoute des jeunes, il y a les associations Repères, dont Léo est le cofondateur, et il dirige aussi l'association parisienne de Repères. Alors Léo, parmi vos combats, il y a celui de la meilleure prise en compte de la parole des jeunes, que ce soit dans la sphère publique, mais aussi dans leur vie quotidienne. Pourquoi c'est si important ? Il nous semble que c'est important déjà pour les enfants et les jeunes en règle générale, parce que c'est vrai que leur avis est assez peu entendu et je dirais que leurs capacités d'expression sont très faibles. On parle très souvent à la place des enfants en règle générale. Et il nous semble en tout cas qu'en protection de l'enfance, l'enjeu il est, je dirais presque encore plus fort, puisque là on est face à des enfants qui ont très peu de prise, ont très peu de marge de manœuvre en fait sur les décisions qui les concernent, et notamment une décision majeure dans leur vie qui a été celle du placement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à l'origine de cette décision dans la majorité des cas, c'est les adultes qui ont décidé pour eux. Et donc c'est d'autant plus important que sur le reste de leur parcours d'enfants, lorsqu'ils sont placés ou lorsqu'ils repartent dans leur famille, ils puissent avoir un avis qui soit entendu, qui soit écouté et qui soit respecté et pris en compte dans les décisions qui les concernent. Alors tu évoques les décisions qui les concernent. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien dans un foyer, par exemple ? Mais sur ces décisions, en fait, on va avoir un grand spectre, on va dire, de décisions. Il y a effectivement les décisions du quotidien, celles qu'on connaît tous, dans n'importe quelle situation. Dans un foyer, par exemple, la question qui se pose souvent, c'est est-ce que, en étant placé, j'ai quand même le droit d'avoir une vie normale ?
C'est-à-dire qu'est-ce que je peux, comme mes copains de classe, pouvoir sortir quand je suis invité par des copains? Est-ce que je peux librement écouter la musique de mon choix, librement choisir mes fringues, etc., etc. Et effectivement, quand on est placé en foyer ou en famille d'accueil, on peut avoir le sentiment parfois qu'il y a beaucoup de restrictions et de contraintes qui vont peser, y compris sur des choses qui sont très intimes. Un exemple classique qui revient très souvent dans la bouche d'anciens placés, c'est la question des sorties. Le réseau amical, quand on m'invite à une sortie et que ça se décide en fait à la sortie du lycée à 17h et c'est une sortie pour le soir même, là la protection de l'enfance elle est complètement obsolète et has-been, parce qu'en fait en protection de l'enfance, quand vous êtes placé, on va vous demander de faire une demande parfois écrite, parfois par mail, parfois même par courrier. Ça passe par un circuit de décision qui est complètement absurde et au final la soirée, une fois que vous avez la réponse positive, elle est passée depuis 3 semaines. Donc en réalité il faut qu'on puisse avoir vraiment un respect pour ce droit à la vie normale qui n'existe pas, mais qu'en tout cas qui est quelque chose qui a un horizon, je pense, fort à atteindre pour les enfants, pour leur donner une vie qui soit décente et qui soit surtout, oui, je dirais la plus normale possible, qui ne porte pas en tout cas le stigmate, l'étiquette enfant placé sur leur tête pendant tout leur parcours. Ça, c'est essentiel. Alors tu évoques le parcours au-delà de la vie quotidienne que tu viens d'expliquer. Sur quoi ils ont besoin d'être plus écoutés en ce qui concerne leur parcours en protection de l'enfance, leur avenir, leur projet de vie? Mais là-dessus, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le placement, en fait, notamment quand il est long, il va être jalonné d'étapes. Et parmi les étapes un peu majeures d'un placement, il y a le passage devant le juge. C'est le juge, dans 80% des cas, qui décide qu'un enfant doit être placé. Et c'est le juge qui, tous les ans, tous les 2 ans, va décider si oui ou non il reconduit le placement. Et s'il le reconduit, est-ce qu'il le reconduit dans la même famille d'accueil ou dans le même foyer. Donc c'est des enjeux qui sont extrêmement forts, ces moments d'audience devant le juge. Et on se rend bien compte que parfois, les enfants ne sont pas consultés directement. C'est-à-dire que le juge va prendre la décision uniquement en rencontrant les professionnels, les éducateurs, l'éducateur de l'aide sociale à l'enfance, mais pas l'enfant. Parfois, l'enfant va être consulté, mais il va être consulté en même temps que les autres adultes, qui peuvent avoir des intérêts divergents des siens. Donc, comment est-ce qu'à 5 ans, 10 ans, j'arrive à m'exprimer quand autour de moi, il y a des adultes qui s'expriment en même temps que moi? Et puis parfois, en fait, l'enfant va être, je dirais, consulté, mais pas suffisamment en amont pour que le juge puisse incorporer l'avis de l'enfant dans sa décision. Donc, il y a un enjeu fort à ce que l'enfant puisse être écouté avant les audiences, que l'éducateur puisse, dans le rapport qu'il fait au juge, bien prendre en compte l'avis de l'enfant. Et ça, c'est vrai que c'est encore trop faible en protection de l'enfance. Et alors vous, chez Repère, comment vous faites concrètement pour susciter cette parole? Vous allez dans les foyers, par exemple? On va dans les foyers, évidemment on va dans les foyers régulièrement, une fois par mois en règle générale. Nous, l'enjeu, c'est en tout cas que dans le plaidoyer, dans les choses que porte Repère, on reste toujours en phase avec ce que pensent les enfants confiés d'aujourd'hui, et que ce soit pas un discours qui soit hors sol et qui repose sur ce qui s'est passé dans les années 70-80 et qui ont pu évoluer en sens positif ou en sens négatif. Donc cet enjeu, pour nous, il est assez simple, c'est collecter au maximum les récits, les histoires qu'on veut bien nous témoigner, pour en faire un matériau utile politiquement, en fait, pour faire avancer la protection de l'enfance. Donc c'est comme ça qu'on a beaucoup contribué, par exemple, à la dernière loi Taquet, en rédigeant une 30aine d'amendements, basés sur les histoires et les besoins exprimés par des personnes placées ou anciennement placées. Et donc ça nous paraît en tout cas central que la parole des enfants et des jeunes confiés, elles ne servent pas uniquement de décorum quand c'est trop le cas en règle générale, mais qu'elles puissent vraiment être utiles pour faire avancer la protection de l'enfance. Alors tu évoquais la loi Taquet. Pour nos spectateurs, je précise que c'est une loi du 7 février 2022, donc sur la protection de l'enfance. Adrien Taquet était l'ancien secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance dans notre pays. Il a été remplacé par une dame qui s'appelle Charlotte Cobel. Voilà pour les informations, les précisions. Tu évoquais, Léo, la dimension plaidoyer de Repère. Donc, quels sont... alors, tu as donné 2 ou 3 exemples déjà, mais pour vous, les dossiers à défendre, à porter collectivement, les plus importants en ce qui concerne la protection de l'enfance et pour écouter la voix des premiers concernés?
3 chantiers, protection, reconnaissance, émancipation. Protection, c'est pouvoir protéger les enfants à temps. Il y a des délais de placement qui sont encore trop longs, donc il y a un enjeu effectivement de construction de nouvelles places. Il y a un enjeu de recrutement. Une grande campagne de recrutement, par exemple, autour des familles d'accueil, ça nous paraît central parce que il y a un grand risque, en tout cas, qu'il n'y ait plus suffisamment de familles d'accueil. Reconnaissance, c'est évidemment gérer les droits politiques au sens noble qu'on donne aux enfants. Comment est-ce qu'on leur permet de pouvoir s'inscrire dans des instances de participation collective dans leur foyer? Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils puissent être vraiment sujets de droit avec la possibilité d'avoir un avocat? Et puis enfin, émancipation, pour nous c'est la grande question, je dirais, de ce qu'on appelle le contrat jeune majeur, à tort d'ailleurs, mais en tout cas de l'accompagnement provisoire jeune majeur, le fait qu'entre 18 et 25 ans, on arrête en fait de délirer et de dire qu'en fait tous les jeunes de 18 à 25 ans, c'est leur famille qui s'occupe d'eux, puisqu'en fait on sait que c'est pas le cas. Il y a plein de jeunes qui entre 18 et 25 ans ont besoin du soutien de l'État. Donc nous on souhaite en tout cas que l'État puisse venir en soutien des départements pour pouvoir financer les accompagnements jeunes majeurs. Ça nous paraît essentiel pour que tout l'investissement qui est mis en protection de l'enfance, pour un parcours long, faut que les gens sachent que si vous êtes placé entre vos 3 ans et vos 18 ans, c'est 1 million d'euros. Et on sait bien que si entre 18 et 25 ans, on ne fait pas l'effort financier suffisant pour permettre aux jeunes de s'insérer, tous les efforts qui ont été faits avant, en fait, se retrouvent un peu fragilisés. Donc on milite évidemment pour qu'entre 18 et 25 ans, on ait des protections beaucoup plus fortes pour l'ensemble des jeunes, à la fois ceux qui sont placés, mais aussi ceux qui n'ont pas le soutien de leur famille à 18 ans. Très bien, merci beaucoup Léo, c'était très clair. Moi j'encourage vraiment notre public et notamment les professionnels qui nous écoutent à soutenir les associations repères et toutes les associations de pères aidants en donnant des sous tout simplement, parce que vous avez besoin d'argent pour pouvoir porter cette parole et soutenir, parce que vous soutenez très concrètement les jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance. Donc merci Léo d'être venu. Merci Emma. Et on vous retrouve bientôt pour partager de nouvelles réflexions et de nouvelles pépites d'invités. Pour porter un regard un peu différent, un peu plus constructif sur la protection de l'enfance. Merci et à bientôt.